Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux. Dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Sous la direction de Romélien Colavitti et Sophie Corioland, Questions prioritaires de constitutionnalité, QPC et État de droit, 2021. Solène Gobin, Garantie et contre-garantie au service du contrat initial. Contribution à la compréhension des logiques élémentaires en droit civil, bancaire et financier, 2021. Geoffrey Vibrac, Le corps et la preuve pénale, 2021. Meissat en Madior Fall, L'efficience des sûretés en droit de l'OHADA, 2021. Evan Lagune, Le concept de service public maison. Étude sur la transformation de l'État, 2021. Préface. L'ouvrage, Le régime général des obligations, se situe à mi-parcours universitaire de l'auteur que j'ai eu le privilège d'encadrer à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo. Il a vu le jour dans le but probablement de remplir les exigences d'un chercheur qui veut apporter sa contribution à la science juridique. La complexité de la recherche n'a pas empêché la production des résultats qui viennent enrichir la doctrine. De même, il sera rappelé ici que les problématiques juridiques relatives aux obligations sont une préoccupation dans les relations entre le créancier et son débiteur. L'obligation est définie de manière classique comme un lien de droit unissant deux personnes en vertu duquel l'une d'entre elles, le créancier, peut exiger de l'autre, le débiteur, qu'elle accomplisse une prestation, paiement d'une somme d'argent, octroi d'un service, abstention, etc. On dit de l'obligation qu'elle est un droit personnel, car elle donne une prérogative contre une autre personne par opposition au droit réel qui donne un pouvoir direct sur une chose. Les obligations naissent de la loi, du contrat ou d'un fait juridique. Le processus de naissance de l'obligation fait l'objet du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile délictuelle. Cette différenciation en fonction de la source des obligations ne subsiste pas dans l'étude du régime des obligations. Toutes les obligations sont en effet soumises à un régime commun, objet du présent cours. Ce régime commun permet d'établir les règles juridiques qui encadrent les rapports entre les parties pendant toute la durée de l'obligation, jusqu'à son extinction. C'est pourquoi il est traditionnel d'intituler ce cours « Le régime général des obligations ». Le régime général des obligations est un régime qui consiste à étudier les mécanismes théoriques du droit des obligations, à travers des clauses contractuelles basées sur le régime général des obligations. À cet effet, il convient de rappeler que les mécanismes théoriques du droit des obligations conduisent les juristes à une interrogation permanente quant à l'existence des rapports entre les obligations pratiques pouvant exister entre le créancier et le débiteur, et les principes du Code civil. Dans la pratique, les obligations entre créanciers et débiteurs ont pour résultante un dépassement de la jurisprudence pour intégrer des réflexions doctrinales dans leur corpus. En rédigeant cet ouvrage, l'auteur a bien voulu traiter les mécanismes du régime général des obligations en mettant en exergue les rapports contractuels nés entre le créancier et son débiteur, qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle qu'extracontractuelle. En conséquence, il apparaît clairement que l'ouvrage se veut traiter de la diversité des sources des obligations,
de l'existence d'un régime général des obligations et des différents aspects du rapport d'obligation. Le manuel sur le régime général des obligations que nous livre Mon Espoir MFINI nous invite donc à découvrir le caractère obligatoire des liens contractuels entre le créancier et son débiteur, tout en exposant les moyens d'action du premier contre le second. Il nous rappelle la nature des mesures d'exécution et les conséquences en cas de non-exécution des obligations. Aussi, il faut noter que l'analyse de la pratique et de la jurisprudence démontre qu'indépendamment de l'existence ou non d'un acte instrumentaire, certaines obligations dont le contenu n'est pas retranscrit par écrit et qui ne relèvent pas de la catégorie des obligations imposées contraignent les parties. L'identification d'une double condition de qualification révèle l'existence d'une catégorie obligationnelle particulière qui, n'étant pas envisagée en tant que telle par le droit positif, invite à l'analyse. Qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, il ressort clairement que le dommage est le lien de causalité et l'élément déclencheur de la responsabilité. Ainsi, le présent ouvrage aborde la question de l'inexécution des obligations sous le prisme des mesures conservatoires par leur nature et dans la procédure de leur exécution. Le droit retient que les moyens d'action du créancier envers son débiteur peuvent viser le patrimoine du second. Ainsi, l'action oblique trouve toute sa justification même si elle présente des limites liées notamment à l'absence de la liberté d'action du créancier. D'autre part, l'auteur est soucieux d'exposer ici l'action polienne engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. L'action polienne est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur, lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliénés à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ceux ou ses biens. Mais l'action n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie d'une créance certaine. Tel n'est pas le cas lorsqu'un recours a été engagé et qu'il est en cours pour contester la créance. Première Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi numéro 12-13-637, BICC numéro 790 du 1er novembre 2013 et Légifrance. Dans un arrêt du 6 octobre 2004, CAS, 3e CIV, 6 octobre 2004, Juris Data numéro 2004 A 025092, JCPG 2004, numéro 43, acte 532, la Cour de cassation a jugé que l'action polienne est ouverte dès lors que l'acte frauduleux prive le créancier de la possibilité d'exercer un droit spécial dont il dispose sur le bien qui a été aliéné. À travers et ouvrage, l'auteur a voulu mettre en évidence d'exécution des obligations dans le cadre du régime général. Pour ce faire, il établit une évidence. Les modalités propres à l'objet de l'obligation recouvrent d'abord la prestation attendue, c'est-à-dire la substance de ce dont est tenu le débiteur vis-à-vis du créancier. Une conséquence logique des obligations née des clauses contractuelles. D'une manière subtile, il fait état des modalités propres à l'objet de l'obligation qui intéressent surtout en pratique non la prestation elle-même, mais son aménagement, quant à son exigibilité et son existence. D'où l'étude du terme et de la condition. La lecture du présent ouvrage nous donne à comprendre les modalités propres au sujet des obligations. En principe, l'obligation ne lie qu'un créancier à un débiteur, mais les deux peuvent s'accorder sur une éventuelle modification des obligations à travers le terme et la condition. Cette procédure qui génère bien évidemment des obligations plurales. On devrait donc comprendre que si par principe, l'obligation est réputée exister dès l'échange des consentements, les parties peuvent subordonner sa création ou sa disparition à la réalisation d'un événement dont elles déterminent la teneur lors de la conclusion du contrat. La condition fait ainsi dépendre l'existence de l'obligation d'un événement dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties, à tout le moins du débiteur, ce qui conduit à la distinguer d'une autre modalité de l'obligation, le terme. Des obligations conjointes aux obligations solidaires, l'auteur opère une étude dont la différence n'apparaît qu'au niveau des effets, bien que l'obligation conjointe, qui ne figure pas en toutes lettres dans le Code civil. Enfin,
l'auteur aborde la circulation du lien d'obligation sous l'angle du transfert de la créance avec le principe de la libre cession des créances selon lequel, à la différence des dettes, les créances sont en principe librement cessibles, à moins qu'il en ait été convenu autrement entre le créancier et le débiteur. Le transfert de la dette, quant à lui, est traité ici à travers la possibilité d'un changement de débiteur malgré le principe de l'incessibilité des dettes entre vifs tout en gardant à l'esprit que la personne du débiteur, ses qualités et son patrimoine constituent des éléments déterminants pour le créancier lors de sa prise d'engagement. Le présent ouvrage, loin de traiter de toutes les questions relatives au régime général des obligations, révèle tout au moins la complexité de la naissance des obligations à travers le contrat ou le fait juridique. Il a en outre le mérite de mettre en relief la complexité d'exécution en cas d'obligations multiples ou de pluralité de débiteurs ou de créanciers. Ulrich Kevin Kianguebeni. Docteur en droit. Introduction. Qu'est-ce que le régime général des obligations ? Il s'agit des règles communes à toutes les obligations, quelle que soit leur source, contrat, délit, loi, égale plus grand que ces règles surplombent en quelque sorte celles relevant du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile. Notons qu'il s'agissait longtemps d'une expression purement doctrinale, et qu'elle trouve désormais une assise textuelle depuis l'ordonnance de 2016 et le nouveau titre 4 du livre 3, du régime général des obligations. Le cours de RGO est donc un prolongement naturel des enseignements de L2 en droit des obligations, contrat plus responsabilité. Ces règles afférentes au RGO concernent toute la vie des obligations, de leur naissance à leur disparition. Toutefois, la naissance des obligations est intimement liée à leur source et est donc variable selon celle-ci. Les règles qui en relèvent ont déjà été étudiées en L2, inutile d'y revenir. Rappel nécessaire des diverses sources des obligations, qui n'empêchent pas l'existence d'un régime général applicable à toutes ces obligations. 2. L'étude du RGO révèle deux facettes distinctes de l'obligation, un lien de droit personnel, mais aussi un bien patrimonial qui revêt une valeur. 3. 1. La diversité des sources des obligations. Deux sources principales. Le contrat, accord de volonté de deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit, le plus souvent des obligations réciproques, livrer un bien, payer une somme d'argent, ne pas faire concurrence. La responsabilité civile, le dommage causé à autrui par sa faute, la personne dont on répond ou la chose qu'on a sous sa garde, crée aussi un lien d'obligation vis-à-vis de la victime égale plus grand que obligation de réparer le dommage causé. Généralement en dommage-intérêt égale dit. Dans un cas, la source de l'obligation est la volonté, dans l'autre, c'est la loi, ancien art. 1382 et 1384, devenu art. 1240 et 1242. Une autre source à mentionner est le quasi-contrat, source reconnue par le Code civil. Gestion d'affaires égale gestion spontanée des affaires d'autrui, pour préserver ses intérêts patrimoniaux. Répétition de l'indu égale restitution d'un paiement qui n'était pas dû. La jurisprudence. Enrichissement sans cause égale enrichissement d'un patrimoine et appauvrissement corrélatif d'un autre patrimoine sans cause justifiant ce transfert. Depuis la Réforme, c'est l'art. 1300 qui en traite de manière générique, fait purement volontaire dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui, égale plus grand que intègre expressément l'enrichissement injustifié. Ces situations de fait se traduisent par un avantage indûment reçu d'autrui, égale plus grand que obligation pour son bénéficiaire de restituer cet avantage. Une source en principe écartée, l'engagement unilatéral de volonté. En principe, la volonté d'un seul ne suffit pas à créer un lien d'obligation en droit français, donc à lier son auteur vis-à-vis de son bénéficiaire. Mais il y a des exceptions admises en jurisprudence. Droit du travail avec les engagements unilatéraux de l'employeur. De manière générale, il faut la conjonction d'une volonté non équivoque et connue du destinataire et d'une espérance légitime d'exécution. 2. L'existence d'un régime général des obligations. Par-delà cette diversité de sources, les obligations obéissent à un régime général, à savoir des règles qui leur sont applicables quelle que soit leur origine.
Cause d'extinction commune, paiement, compensation, prescription. Modalités possibles identiques. Caractère conjoint ou solidaire de l'obligation, caractère immédiat ou à terme, caractère conditionnel ou non. Mode uniforme de transmission, cession de créances, subrogation. Toutefois, certaines règles intéressent en réalité avant tout les obligations contractuelles. Cf. Cours de deuxième année à propos de la résolution pour inexécution ou de manière générale la responsabilité contractuelle. Nonobstant cette réserve, l'idée de la matière est donc de s'intéresser à l'obligation en tant que créance ou dette, peu important son origine, et à tout ce qui se passe après sa naissance. Matière technique, mais qui trouve des applications concrètes très importantes dans la vie des affaires. Cession de créances pour pallier un déficit de trésorerie. Compensation pour obtenir un paiement de son débiteur failli. Solidarité passive pour bénéficier d'une garantie de paiement. 3. Les différents aspects du rapport d'obligation. Le rapport ou lien d'obligation peut être envisagé sous deux angles, complémentaires. Un lien personnel entre le débiteur et le créancier. Un bien source de richesse ou d'appauvrissement, revêtant donc une valeur patrimoniale. Un lien de droit entre plusieurs personnes. 1. La distinction entre le rapport d'obligation et le droit réel. Obligation égale création d'un lien de droit entre des personnes. Le droit du créancier d'une obligation à l'encontre de son débiteur est donc un droit personnel, dit aussi de créance. En vertu de ce droit, le créancier pourra exiger quelque chose, prestation, somme d'argent, de son débiteur par une relation de personne à personne. Droit réel égale pouvoir direct d'une personne sur un bien donné, principalement droit de propriété. Le propriétaire a des prérogatives directes sur la chose concernée. Il peut l'utiliser, la louer, la céder. Il n'a pas à passer par l'intermédiaire d'une autre personne pour exercer de telles prérogatives. 2. La force du lien de droit. Le pouvoir de contrainte du créancier. Point essentiel de l'obligation juridique, dite encore civile. On l'a dit, le créancier peut exiger quelque chose de son débiteur. Concrètement, cela signifie que si le débiteur ne s'exécute pas, le créancier peut obtenir qu'il en soit sanctionné. Comment s'exprime cette sanction ? Relais étatique. Le créancier peut obtenir son dû devant les tribunaux. La sanction peut revêtir différentes formes, exécution forcée, dommages-intérêts, dit astreinte. 3. La distinction entre l'obligation civile et l'obligation naturelle. À côté des obligations juridiques ou civiles, il existe des obligations dites naturelles. Très identiques. Un débiteur se sent tenu d'une obligation vis-à-vis d'un créancier. S'il s'exécute volontairement, le débiteur le fait valablement. Il n'y aura donc pas possibilité d'action en répétition de l'indu, en vertu de l'ancien art. 1235 al. 2, devenu art. 1302 al. 2 CCIV. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Situation comparable à une obligation civile sur ce plan. Distinction. Le créancier ne peut saisir les tribunaux pour en obtenir la sanction en cas d'inexécution du débiteur. Situation intermédiaire entre l'absence de tout lien d'obligation et l'existence d'une obligation juridique. Domaine. L'obligation peut être consécutive à une obligation civile préalable. Existence préalable d'une obligation civile classique, mais privation d'effet de cette obligation. Nullité de l'obligation. Extinction de l'obligation sans aucun paiement du créancier, spécialement en cas de prescription. L'obligation peut être liée à un seul devoir moral. Dans la sphère familiale, secours alimentaire à des frères ou sœurs ou à un ancien conjoint, financement des études d'un enfant non reconnu. Dans des relations d'affaires. Un ancien partenaire s'estime redevable de sommes exagérément perçues lors de la relation contractuelle désormais éteinte. Un dirigeant d'une société en liquidation judiciaire s'estime tenu de dédommager un client de la société. Problème. Il n'existe aucune liste précise de ces devoirs moraux constitutifs d'une telle obligation égale plus grand qu'eux. On est soumis aux solutions jurisprudentielles qui les identifient au cas par cas. Régime. Absence d'exécution forcée.
Grosse différence avec l'obligation civile? Absence d'action en répétition de l'indu. Le paiement spontané égale l'exécution volontaire visée par le nouvel art. 1100 AL 2 CCIV est réputé valable, comme si l'obligation naturelle était équivalente à une obligation civile. Promesse d'exécuter une obligation naturelle égale plus grand que naissance d'une obligation civile. Exécution forcée possible. On perçoit ici une prise en compte de la notion d'engagement unilatéral de volonté égale plus grand que CF, depuis la réforme, nouvel art. 1100 AL 2 CCIV. Les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. 4. Un élément du patrimoine d'une personne. 4.1. La théorie du patrimoine. Le lien d'obligation n'est pas seulement un rapport entre deux personnes, c'est aussi un lien qui s'établit entre deux patrimoines. Logique, car le patrimoine est conçu comme une émanation de la personnalité. L'obligation est toujours susceptible d'être appréciée en argent. Directement égale plus grand que, on parle alors d'obligation monétaire ou de somme d'argent. Par exemple, loyer de 1000 €. Indirectement égale plus grand que, on parle alors d'obligation en nature. Par exemple, jouissance du bien immobilier. L'obligation constitue donc à ce titre un élément du patrimoine des personnes concernées. À l'actif du créancier, au passif du débiteur. L'obligation peut donc être rangée parmi les droits patrimoniaux, qui se distinguent des droits extra-patrimoniaux, politiques, personnalités, familiaux, en ce qu'ils visent avant tout la satisfaction des intérêts économiques du créancier. C'est en ce sens qu'elle peut être vue comme un bien, de nature à être cédé si nécessaire avant son terme. 4.2. Le droit de gage général. 4.2.1. Principe. Deux textes fondamentaux à cet égard. Art. 2284 CCIV. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Être tenu personnellement d'une obligation égale être tenu sur tous ses biens. Par exemple, j'ai une entreprise individuelle, j'achète des marchandises dans ce cadre. Si je n'exécute pas mon obligation de paiement, je serai tenu sur tous mes biens, y compris non affectés à l'entreprise, ma voiture personnelle, mon appartement. Deux conséquences. Plus l'actif du débiteur gonfle, plus la garantie est importante, le créancier profite de l'enrichissement du débiteur. Mais plus il se réduit et plus son passif augmente, plus cette garantie diminue. Le créancier subit le dépérissement de l'actif du débiteur, son appauvrissement, car il n'a pas de droit de suite. Art. 2285 CCIV. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. On a compris que le droit de créance avait pour garantie le patrimoine du débiteur considéré dans son ensemble, égal plus grand que principe de généralité. Dès lors, chaque créancier peut saisir n'importe quel bien de son débiteur sans hiérarchie particulière. Surtout, chaque créancier est dans une position équivalente vis-à-vis du débiteur. Principe d'égalité entre créanciers dit chirographaire, pas de droit de préférence. Mais ce principe est largement théorique. C'est en réalité le créancier le plus prompt à agir qui sera payé en premier. On parle de paiement au prix de la course, règle qui est seulement paralysée en cas de procédure collective visant un professionnel, un commerçant ou une personne morale de droit privé CF deuxième semestre. Pour améliorer leur position, certains créanciers, ceux qui en ont le pouvoir de fait, prendront des garanties appelées sûreté CF deuxième semestre. 4.2.2. Limites. Il y en a en réalité un certain nombre. Deux limites relativement récentes. La déclaration notariée d'insaisissabilité, DNIS, créée par la loi du 1er août 2003 AR. L526A1 et S. C'est comme un débiteur, par ailleurs entrepreneur individuel, donc personne physique, peut faire une déclaration d'insaisissabilité devant notaire publiée au fichier immobilier, pour se protéger et faire en sorte que le créancier ne puisse plus appréhender en cas de difficulté un certain type de bien. Initialement sa seule résidence principale.
Aujourd'hui, tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel. En conséquence, l'assiette du droit de gage général du créancier s'en trouve réduite à proportion des biens concernés. Seuls certains créanciers sont toutefois concernés par cette réduction. Créance née à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur créance, née postérieurement à la publication de la DNI. Les créanciers personnels et ou antérieurs à la DNI ne sont donc pas concernés par la réduction. Évolution récente avec la loi Macron du 6 août 2015. Plus de déclarations nécessaires. L'insaisissabilité s'opère désormais de plein droit sur la résidence principale, toujours à l'égard des seuls créanciers professionnels. La DNI est cependant toujours nécessaire pour ce qui est de l'insaisissabilité des autres biens fonciers. Par ailleurs, l'insaisissabilité peut toujours donner lieu à renonciation au profit d'un ou plusieurs créanciers, par une déclaration notariée et publiée. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, EIRL, instauré par la loi du 15 juin 2010, AR. L 526 A6 et S. C'est comme dérogation encore plus nette à la théorie du patrimoine et au droit de gage général. Un entrepreneur individuel peut constituer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel. Les créanciers professionnels n'ont donc accès qu'au patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels n'ont accès qu'au patrimoine personnel. Nécessaire de procéder à une déclaration d'affectation, publiée au registre concerné. Opposabilité de la déclaration d'affectation. En principe, à nouveau les seuls créanciers professionnels postérieurs à la déclaration. Mais possible extension aux créanciers antérieurs s'ils en sont informés. Ils peuvent alors faire opposition à cette déclaration et obtenir le remboursement immédiat de leurs créances. Autre limite plus éparse. Insaisissabilité légale des biens essentiels à la personne. Aussi légitimes que soient les intérêts du créancier, ceux-ci ne peuvent justifier l'atteinte à la dignité de leur débiteur. Biens concernés, source, Code des procédures civiles d'exécution = CPCE, AR. L 112 A1 à 112 A4. Pensions et créances alimentaires. Biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille. Liste précise donnée par AR. R112A2 CPCE. Vêtements, linge de maison, lave-linge, appareils de chauffage, animaux d'appartement. Cela inclut aussi et surtout une fraction des salaires et des pensions de retraite. Insaisissabilité imposée par la volonté du débiteur. C'est notamment le cas des biens donnés ou légués, et même dans les actes à titre onéreux selon la jurisprudence, faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité, qui interdit le gratifié de céder son bien. Ces biens se retrouvent par là même insaisissables, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus être appréhendés par les créanciers postérieurs à la donation ou au legs. Première partie, l'effet obligatoire du lien d'obligation. Dans le cadre d'un rapport d'obligation, le débiteur est donc lié juridiquement envers le créancier. Le dénouement naturel de ce lien consiste dans l'exécution spontanée de l'obligation, qui est le paiement, cf. Développements ultérieurs, vocable qui ne vaut pas seulement pour les obligations de somme d'argent. Si le débiteur s'y prête volontairement et spontanément, la force obligatoire du lien d'obligation aura joué son rôle, mais sans conséquence manifeste perceptible. Il en va autrement en cas d'inertie ou mauvaise volonté du débiteur. En pareil cas, le créancier va prendre appui sur certains moyens d'action offerts par le droit pour obtenir satisfaction, moyens d'action qui ne bénéficient donc qu'au créancier d'une obligation juridique. En principe, ces moyens ont vocation à être exercés contre le débiteur lui-même, titre 1, mais dans certaines circonstances particulières, le créancier est investi d'actions spécifiques contre les tiers, titre 2. Titre 1. Les moyens d'action du créancier contre le débiteur. Si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, le créancier qui aura épuisé ses recours amiables doit s'adresser en aval au juge pour obtenir son dû, directement ou indirectement. On parle alors de mesures d'exécution, chapitre 1. Mais les moyens d'action du créancier contre le débiteur peuvent encore intervenir en amont, avant le constat définitif de l'inexécution de l'obligation, chaque fois que le créancier craint légitimement que le débiteur ne s'exécute pas, donc dans une perspective seulement préventive.
On parle alors de mesures conservatoires, chapitre 2. Chapitre 1. Les mesures d'exécution. Principe. Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier bénéficie du droit d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation inexécutée égale par le concours de la puissance publique et non plus directement par justice privée. La règle était posée, au moins en matière contractuelle, par l'ancien art. 1184 AL, 2 CCIV. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, et a été consacrée par la Cour de cassation CAS, première CIV, 16 janvier 2007. La partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté a la faculté de forcer l'autre à exécution de la convention lorsque celle-ci est possible. Égal plus grand que c'est un choix du créancier et non du juge. Elle est à présent inscrite dans le texte réformé du Code civil. CF en général art. 1341 nouveau. Le créancier a le droit à l'exécution de son obligation. Il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. CF plus spécialement en matière contractuelle, art. 1221 nouveau. Le créancier d'une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible. Cette règle vaut donc pour tout type d'obligation quelle qu'en soit la source, et comme le créancier obtient par ce biais une satisfaction immédiate, c'est alors bien d'exécution forcée directe dont il est question. On parle encore d'exécution en nature, mais de manière impropre, car l'exécution en nature a aussi vocation à intervenir à titre spontané, section 1. Autre possibilité, recourir à des moyens de pression aménagés par la loi, en vue de parvenir au même résultat, en contraignant par ce biais le débiteur à s'exécuter dans un second temps. Forme d'exécution forcée indirecte, section 2. Section 1. L'exécution forcée directe. L'exécution forcée directe est tout d'abord soumise à certaines conditions préalables, qui lui sont inhérentes, mais pas systématiques, Mais son domaine d'application n'est pas absolu, car lui sont parfois opposés certains obstacles, 2. Enfin, concernant sa mise en œuvre, l'exécution forcée s'opère selon des degrés variables en fonction du type d'obligation en cause, 3. 1. Les conditions de l'exécution forcée. Une créance certaine. Ces différents caractères permettent de vérifier que le débiteur est bien tenu de s'exécuter. Tant qu'il ne l'est pas, l'exécution forcée n'a pas de raison d'être une créance certaine, ce qui signifie que l'existence de la créance ne suscite aucun doute. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.